Pendant des années, j'ai été habituée à prendre soin des autres, à accompagner des patients dans leur parcours, à voir la maladie à travers leurs histoires. On finit presque par croire que ça n'arrive qu'aux autres. Pourquoi moi? Pourquoi à 25 ans? Pourquoi maintenant? À 25 ans, Camille travaille dans le domaine médical. Elle accompagne les patients, réalise des examens, voit défiler les diagnostics des autres. Jusqu'au jour où tout bascule. Quelques jours avant Noël, elle apprend qu'elle est atteinte d'un lymphome de Hodgkin. Du jour au lendemain, elle passe du côté soignant au côté patient. Dans cet épisode d'État d'âme, Camille nous raconte le choc, les chimiothérapies, la perte de ses cheveux, les peurs, les doutes, mais aussi l'amour immense de ses proches et la force qu'elle a trouvée en elle pour continuer d'avancer. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Quand mon patron a découvert mon cancer, ce que je ressens aujourd'hui, c'est avant tout beaucoup de gratitude. Avec le recul, je me dis souvent qu'heureusement que je travaillais dans le milieu médical à ce moment-là. Je pense que si je n'avais pas été entourée de professionnels de santé au quotidien, ce qui était en train de m'arriver n'aurait peut-être pas été repéré aussi rapidement. Quand j'y repense aujourd'hui, je ressens aussi beaucoup d'émotions. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte encore ce qui m'attendait. C'est assez bouleversant de réaliser qu'une maladie aussi importante était déjà présente, alors que ma vie suivait encore son cours presque normalement. Mais au-delà du choc que cela représente avec le recul, je garde surtout une profonde reconnaissance envers les personnes qui ont été présentes à ce moment-là. C'est un instant qui a marqué un avant et un après dans ma vie. On m'a diagnostiqué ce cancer, donc lymphome de Hodgkin stade 2, donc ça fait partie de la famille des leucémies. J'ai appris ça au réveillon de Noël 2024. Donc merci le bon petit cadeau de Noël. Passer du côté soignant au côté patient, du jour au lendemain, ça a été un véritable choc. Pendant des années, j'ai été habituée à prendre soin des autres, à accompagner des patients dans leur parcours, à voir la maladie à travers leurs histoires. On finit presque par croire que ça n'arrive qu'aux autres. Je voyais des patients malades tous les jours, mais je n'imaginais pas une seule seconde qu'un jour ce serait moi qui me retrouverais à leur place. J'ai eu beaucoup de mal à réaliser cette bascule. Même après le diagnostic, il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre que cette fois-ci, c'était bien moi la patiente, moi qui allais avoir besoin de soins, d'examens, de traitements et d'accompagnement. Ce qui a été particulièrement déstabilisant, c'est de perdre soudainement mes repères. Dans mon métier, j'étais dans l'action, j'avais un rôle, je pouvais aider. Mais là, tout à coup, je me suis retrouvée dans une position de vulnérabilité que je ne connaissais pas. J'ai dû apprendre à accepter d'être aidée, à faire confiance aux autres et à lâcher un peu le contrôle. Je pense aussi que le fait de venir du milieu médical m'a donné une vision très particulière de la maladie. Je connaissais certaines réalités, des soins, mais les vivre dans son propre corps est complètement différent. On peut accompagner des centaines de patients, mais tant qu'on ne traverse pas soi-même ce genre d'épreuve, on ne mesure pas vraiment ce que représente le fait de devenir patient. Cette transition a profondément changé mon regard sur mon métier, sur les soins et sur les personnes que j'accompagnais auparavant. Elle m'a apporté une compréhension et une empathie que j'avais déjà avant, mais encore plus aujourd'hui, et que je n'aurais probablement jamais pu acquérir autrement ou aussi profondément qu'aujourd'hui. Avant mon diagnostic, les signaux que mon corps essayait peut-être de m'envoyer, c'était surtout le besoin que je ralentisse et que je m'écoute davantage. Pourtant, sur le moment, je ne les ai ni vus ni entendus. Il faut savoir que j'avais donc une vie extrêmement active. Je cumulais 3 métiers. Mon métier principal dans le médical, la danse qui occupait une place très importante dans ma vie.
ainsi que l'animation commerciale, souvent en soirée ou de nuit. J'étais toujours en mouvement, toujours occupée, toujours en train de faire quelque chose. Et ce qui a été assez particulier dans mon histoire, c'est que je n'ai pas eu de symptômes évidents avant mon diagnostic. Je n'avais pas l'impression d'être plus fatiguée que d'habitude ou que quelque chose n'allait particulièrement mal. C'est pour ça que je ne peux pas dire aujourd'hui que mon corps crie à l'aide et que je l'ignorais. En revanche, avec le recul aujourd'hui, je pense que j'étais tellement focalisée sur tout ce que je faisais que je ne prenais jamais vraiment le temps de me demander comment moi j'allais. J'ai beaucoup réfléchi à ça après la maladie. Je suis convaincue que le corps et l'esprit sont profondément liés. Quand l'un souffre, l'autre finit souvent par le ressentir aussi. Je ne dis pas que mes difficultés ou mon rythme de vie ont provoqué mon cancer, mais cette épreuve m'a fait comprendre qu'on ne peut pas avancer indéfiniment sans s'écouter. À un moment donné, la vie finit par nous obliger à nous arrêter, parfois de façon brutale. Pour moi, la maladie a été à ce moment-là, ce moment où j'ai dû dire stop. Stop à cette course permanente, stop au fait de toujours faire passer le reste avant moi. J'ai appris à m'écouter, à respecter mes limites et à prendre soin de moi, autant mentalement que physiquement. C'est probablement l'une des plus grandes leçons que cette épreuve m'a laissée et j'en suis fière aujourd'hui de l'avoir apprise. Quand on m'a annoncé mon lymphome de Hodgkin de stade 2 à 25 ans, donc qui faisait partie de la famille des leucémies, l'état émotionnel dans lequel j'étais, c'était avant tout une immense incompréhension. Je n'y croyais pas. J'avais l'impression qu'il devait y avoir une erreur, que ce n'était pas possible que ça m'arrive à moi. Très vite, la question qui revenait sans cesse dans ma tête était pourquoi moi? Pourquoi 25 ans? Pourquoi maintenant? Je crois que c'est la première chose que on cherche à comprendre. Même si je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas toujours de réponse à cette question. J'étais aussi complètement déboussolée parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Même le mot lymphome de Hodgkin m'était presque étranger. J'attendais ce diagnostic, mais je ne comprenais pas encore réellement ce qu'il allait impliquer pour moi, pour mon corps et pour la suite de ma vie. Avec le recul, je crois que j'étais dans une forme de sidération. J'attendais les informations, mais je ne réalisais pas encore pleinement ce qui était en train de se passer. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ce n'était pas un mauvais rêve, que ce n'était pas l'histoire de quelqu'un d'autre, mais bien ma propre réalité. Je me sentais perdue, complètement déstabilisée par une situation que je n'avais jamais imaginé à vivre. Et malgré toutes les questions que je me posais, malgré ce besoin de comprendre pourquoi moi, je n'ai jamais vraiment trouvé de réponse. Aujourd'hui encore, je pense qu'il y a parfois des choses auxquelles on ne peut pas tout simplement donner de sens à certaines questions. Quand les médecins m'annoncent ça alors que je n'avais aucun symptôme, jamais je n'aurais pu le découvrir si j'étais pas dans le domaine médical. Heureusement. Ou alors ça aurait été bien plus tard. J'aurais peut-être été au stade 4. Donc ça a évidemment bien aidé. Mais que sans symptômes, c'était impossible de savoir quoi que ce soit. En fait, je suis tombée malade au mois de novembre 2024. J'ai eu une grosse grippe, qui apparemment était la mononucléose, qui a, on va dire, explosé mes ganglions, donc au niveau thoracique, au niveau médiastin. Donc c'était pas visible à l'œil nu. En règle générale, mon cancer, la plupart des personnes, ils ont des grosses boules au niveau du cou. Moi, ce n'était pas visible à l'œil nu. Donc impossible de savoir, puisque c'était caché. Donc comment passer par là alors que voilà, on ne pouvait pas savoir quoi que ce soit? C'était assez compliqué. Donc j'ai eu une toux persistante. Ça a été l'un de mes premiers symptômes. Où effectivement j'ai laissé traîner pour faire cette radio des poumons. Où j'ai même demandé à mon patron de faire cette radio des poumons sans avoir d'ordonnance de mon médecin traitant. Et j'ai vraiment tardé à la faire, cette radio. J'ai été bête d'attendre. Parce que au vu du diagnostic de la radio, ils ont trouvé une grosse boule au niveau du médiastin, mais
à l'inverse du cœur. Donc, ma collègue qui avait fait la radio me dit oh, bah c'est bizarre, t'as le cœur de l'autre côté. Ça arrive, c'est une malformation. Je dis bah non, je pense que je le saurais si j'avais le cœur inversé de l'autre côté. Elle me dit attends, on va refaire la radio. On refait la radio, la même chose. Elle ne me dit rien. Elle va voir mon patron pour faire un scanner. C'est pas tout de suite qu'on a vu qu'il y avait quelque chose, mais on savait qu'il y avait quelque chose de pas normal après ce scanner injecté. Pareil, mes collègues qui font ça, donc assez particulier comme contexte. Et c'est pas mon patron, c'est l'un de mes responsables aussi patronal qui me dit il y a quelque chose qui cloche sur le scanner des poumons. Il y a une boule qu'on n'identifie pas. Peut-être que c'est effectivement une forme de lymphome ou alors une maladie des poumons, sarcoïdose, une maladie des poumons assez grave. C'était mieux le lymphome, hein, je le dis. Et donc, c'est par la suite que j'ai passé donc, une biopsie des ganglions. C'est mon patron qui m'a fait cette intervention. C'était pareil, vraiment particulier, mais j'étais en confiance totale. J'étais dans mon milieu professionnel avec des gens de confiance. Donc on fait cette biopsie et les résultats, donc le réveillon de Noël, cancéreux. Donc voilà, j'avais pas mis le contexte, comment j'avais eu des symptômes ou autres, donc vraiment aucune alerte, quoi. Quand j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait, ce qui s'est brisé en moi, c'est d'abord le sentiment que tout était sous contrôle. J'avais construit une vie qui me plaisait, avec un métier que j'aimais, des activités qui me passionnaient, des projets, des habitudes, des personnes qui comptaient pour moi. J'avais l'impression que demain ressemblerait à aujourd'hui et que tout allait continuer à suivre son cours. Ce qui était assez marquant, c'est que ma première pensée n'a même pas été pour moi. Je me suis tout de suite demandé comment mon travail allait faire sans moi, comment mes collègues allaient s'organiser. Comme si je cherchais à gérer les conséquences pour les autres avant même de réaliser ce qui était en train de m'arriver à moi. Et puis, petit à petit, j'ai compris que quelque chose venait de changer profondément. J'ai compris que je ne pouvais plus me projeter comme avant. Toutes les certitudes que j'avais sur les semaines, les mois ou les années à venir venaient de voler en éclats. Je crois aussi que ce qui s'est réellement brisé à ce moment-là, c'est cette insouciance que l'on peut avoir à 25 ans, cette impression que les choses graves arrivent aux autres et que l'avenir nous appartient. D'un seul coup, tout est devenu beaucoup plus incertain. Au moment de l'annonce, ce que j'ai ressenti immédiatement, c'était surtout une profonde sensation d'irréalité. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, je n'ai pas eu une peur immédiate de la mort. Je savais que le lymphome de Hodgkin était un cancer qui se soignait généralement bien, et d'ailleurs les soignants ont toujours utilisé le mot lymphome avec moi. Le mot cancer n'était presque jamais prononcé. Pourtant, même lorsqu'on entend un autre terme médical, on sait très bien ce qu'il représente. Mais ce qui m'a le plus marqué sur le moment, ce n'était pas la peur de mourir, c'était plutôt l'impression d'être dans une réalité parallèle. J'entendais ce qu'on me disait, je comprenais les mots, mais j'avais du mal à les relier à ma propre vie. J'avais l'impression d'être projetée dans un univers dont je ne connaissais rien, alors que je viens du domaine médical. Tout à coup, il allait être question d'examen, de traitement, d'hospitalisation, de rendez-vous médicaux, alors que quelques jours auparavant, ma vie était complètement différente et que je donnais ces rendez-vous-là. C'est cette sensation d'entrer brutalement dans un monde inconnu qui a été la plus forte pour moi. Je savais que quelque chose de très important était en train de se passer, mais je ne réalisais pas encore totalement ce que cela allait représenter. J'étais comme entre deux réalités, celle de ma vie d'avant, qui existait encore dans ma tête, et celle de la maladie dans laquelle je n'étais pas encore prête à entrer. Le fait de devoir mettre ma vie sur pause brutalement, c'est d'abord une impression que tout s'arrêtait net, comme si ma vie que j'étais en train de construire se coupait d'un coup, sans savoir quand ni comment elle pourrait reprendre. Très vite, les questions sont arrivées. Est-ce que je vais réussir à reprendre ma vie comme avant ? Est-ce que j'en aurai encore envie ?
Et surtout, est-ce que cette pause allait changer quelque chose en profondeur dans la personne que j'étais en train de devenir? C'était une forme d'angoisse, de l'inconnu, plus que la pause en elle-même. Le fait de ne pas savoir à quoi allait ressembler la suite, ni si je retrouverais un jour ma vie d'avant. Avec le recul, j'ai aujourd'hui mes réponses à ces questions, mais sur le moment, c'était surtout cette incertitude qui prenait toute la place. La préservation de ma fertilité à seulement 25 ans, ça a été quelque chose d'extrêmement brutal à vivre, parce que je m'y attendais absolument pas. Quand on m'a annoncé ma maladie, je n'avais même pas encore eu le temps d'intégrer le diagnostic que cette question arrivait déjà, presque immédiatement. En réalité, je n'ai même pas pensé à la fertilité sur le moment. C'est le corps médical qui m'en a parlé très rapidement dans le cadre de la prise en charge, parce que tout devait s'enchaîner vite avant de commencer les chimiothérapies. Et comme j'étais dans un environnement médical et que les choses ont été très accélérées, j'ai aussi été prise en charge très rapidement grâce à mon patron et au lien entre ses équipes. C'était bien sûr une chance, hein, mais sur le moment, c'était aussi très difficile à suivre, tellement tout allait trop vite. J'ai eu un rendez-vous très marquant qui a duré... Ah, pardon. J'ai eu un rendez-vous très marquant qui a duré environ 2 heures avec un médecin, une gynécologue, un biologiste qui m'ont expliqué la nécessité de préserver ma fertilité avant les traitements. Et à ce moment-là, on me posait des questions très concrètes sur le fait de savoir si je voulais des enfants plus tard, si j'en avais déjà parlé avec mon compagnon alors que ça faisait peu de temps qu'on était ensemble, alors que j'étais encore complètement sous le choc de l'annonce de la maladie. C'était une étape très violente psychologiquement parce que je n'avais même pas encore intégré ce qui était mon cancer et on me projetait déjà dans une maternité future. Je suis ressortie de ce rendez-vous en pleurs avec ma maman, complètement submergée parce que tout allait beaucoup trop vite et que je n'avais pas l'impression d'avoir le temps de digérer chaque étape. Je n'avais pas vraiment le choix non plus dans les délais. Tout était une course contre la montre avant de commencer les traitements. La priorité des soignants était évidemment de me traiter pour le cancer et la fertilité venait en second plan. Et c'est justement ça que j'ai eu du mal à intégrer sur le moment, comprendre qu'il fallait penser à tout en même temps, alors que moi, je n'étais déjà pas prête à encaisser la première information. On m'a donc proposé une congélation de mes ovaires, donc ce qui s'appelle un cortex ovarien, une intervention sous anesthésie générale qui consiste à prélever et conserver une partie de mes ovaires pour préserver une possibilité de fertilité future. Dans le cas où plus tard je n'arriverai pas à avoir d'enfant naturellement avec mon conjoint, il faudrait envisager d'autres solutions comme réutiliser ce qui a été prélevé ou repassé par des parcours médicaux, donc refaire cette opération à l'envers. J'ai même reçu des documents et des informations sur les possibilités d'adoption. Et tout ça m'a paru extrêmement brutal à intégrer à ce moment-là, parce que c'était une projection beaucoup trop loin, trop vite dans le futur. Même si aujourd'hui je mesure la chance d'avoir pu bénéficier de cette prise en charge, parce que ce n'est pas possible pour toutes les patientes selon le stade ou l'urgence du cancer, sur le moment c'était très difficile à accepter. Parce que c'est une décision qui te projette immédiatement dans une vie future, alors que toi, tu es encore en train d'essayer de comprendre ton présent. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'est une étape essentielle, mais sur le moment, c'était l'une des plus choquantes, parce qu'elle te met face à une projection de vie que tu n'as pas encore eu le temps de construire. J'ai également oublié de dire que à 25 ans, on ne pense pas, en tout cas pour moi, à avoir des enfants maintenant, on croque la vie à pleines dents. On voit ça plus tard en fait. Donc, depuis la maladie, mon rapport à la maternité et à l'avenir, c'est quelque chose qui a évolué dans ma manière de me projeter. Avant, je savais que je voulais des enfants, mais bien plus tard, sans forcément me poser beaucoup de questions sur le moment exact. Aujourd'hui, ça reste toujours une envie pour moi, ça n'a pas changé sur le fond, mais je pense que ça m'a aussi appris à voir les choses différemment, à me dire qu'il faut d'abord prendre le temps de vivre pour soi, de construire sa vie, de profiter avant d'entrer dans cette étape-là. Ça m'a peut-être aussi fait réfléchir un peu plus à ce timing, sans le figer, mais en me disant que rien n'est acquis
et qu'il faut avancer en écoutant aussi son rythme de vie et ses envies du moment. Au final, ça a surtout renforcé cette idée que j'en veux toujours, mais que je veux le faire au bon moment pour moi en étant alignée avec ma vie. Les chimiothérapies, physiquement et émotionnellement, ça a été quelque chose de très intense et très difficile, même si je pense que j'ai essayé de tenir autant que possible à ce moment-là. Déjà, il y a toute la dimension médicale qui est très lourde à intégrer. On m'a posé ma chambre implantable, donc encore une intervention. Ensuite, tout s'est enchaîné avec les traitements. Et rien que le fait de se dire qu'on va recevoir des produits de chimiothérapie dans son corps, c'est déjà quelque chose de très impressionnant à accepter. Des produits chimiques, hein. J'ai eu en totalité 12 chimiothérapies sur environ 6 mois, avec un protocole très condensé. J'avais des périodes d'hospitalisation, plusieurs jours consécutifs de traitement, puis des phases de pause très courtes avant de recommencer. C'était un rythme très intense, presque sans répit. Physiquement, les effets ont été très forts. Dès la première cure, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires extrêmement violentes, au point de devoir retourner chez ma maman parce que je ne pouvais presque plus bouger. Les médicaments soulageaient très peu, et c'était des douleurs que je n'avais jamais connues auparavant. Ensuite sont venus d'autres effets, des nausées, la perte d'appétit importante, des maux de tête, des acouphènes, une vision très floue à beaucoup de moments, des troubles de la mémoire aussi. J'ai perdu un peu de poids au début du traitement, environ 4 kilos seulement, mais que j'ai ensuite largement repris aujourd'hui. C'était très perturbant, parce que j'avais parfois l'impression de ne plus avoir totalement les idées claires, comme si mon cerveau était beaucoup plus lent, épuisé. Et émotionnellement, c'était assez particulier. Il y avait une forme d'acceptation dans le sens où je savais que je devais passer par là pour me soigner. Mais en même temps, j'étais complètement dans le flou, comme coupée du reste du monde, concentrée uniquement sur les soins et sur moi-même. Avec le recul, je pense que c'est une période où on vit vraiment au jour le jour, sans projection, avec un corps et un esprit qui sont entièrement mobilisés par l'équipe soignante, par la maladie et les traitements. Quand mon corps est devenu aussi fragile pendant l'aplasie, ce que j'ai ressenti, c'est une immense faiblesse et une impression de ne plus vraiment me reconnaître. L'aplasie, c'est une période où, à cause des chimiothérapies, les globules blancs et rouges chutent énormément, sont même à zéro, au point que le système immunitaire devient quasiment inexistant. On est alors extrêmement vulnérable aux infections et aux complications, donc juste un rhume pouvait être très très grave. J'étais physiquement très diminuée, au point de me sentir très loin de la personne que j'étais avant. À cette période, j'ai aussi dû recevoir plusieurs transfusions sanguines pour me requinquer, comme on disait, parce que mon corps n'arrivait plus à compenser seul. C'était aussi la première fois de ma vie que je découvrais mon groupe sanguin dans ce contexte-là, ce qui rendait tout encore plus irréel. Il y avait des moments où je me disais que j'étais peut-être à la limite de quelque chose de très grave, même la mort. Pas en permanence, mais par instant, quand les douleurs, la fatigue et l'épuisement devenaient trop forts. Et à d'autres moments, j'étais plus solide, comme si je tenais encore un peu debout malgré tout. Mais des moments également où je délirais, où vraiment je n'étais absolument plus moi-même, où j'étais quelqu'un d'autre. Je pense que c'est aussi ça qui est difficile dans ces périodes-là. On oscille constamment entre des phases où on tient ou des phases où tout paraît beaucoup trop lourd. Et il y a des moments où j'ai eu envie d'arrêter parce que c'était trop dur à supporter. À un moment donné, vers ma 10e chimiothérapie, j'ai même exprimé le fait que je ne pouvais plus continuer. Je voulais arrêter. Mais j'ai été entourée et accompagnée pour aller jusqu'au bout du traitement, pour éviter une récidive et me donner les meilleures chances possibles. C'est mes proches qui m'ont convaincue de terminer ces 2 chimiothérapies. Et je suis contente aujourd'hui de les avoir faites jusqu'au bout. À ce moment-là, je me sentais aussi très impuissante, comme si je subissais quelque chose de beaucoup plus fort que moi. J'avais cette image du crabe, comme je l'appelais, qui était en train de me ronger de l'intérieur, et moi qui essayais de lutter contre lui.
L'isolement à l'hôpital, loin de mes proches, c'était une des périodes les plus difficiles aussi à vivre. Quand on tombe en aplasie, on est placé donc dans une chambre stérile, isolement quasi total. Très peu de personnes peuvent entrer. Tout est contrôlé et même les visites se font avec des protections très strictes. On communique parfois même avec des systèmes adaptés dans la chambre. Moi, j'avais un dictaphone. En fait, on est dans une forme de bulle, coupé du reste du monde pour se protéger au maximum des infections. Sur le plan humain, je me suis sentie très seule, même si le personnel soignant a été exceptionnel avec moi. Dans ce contexte-là, les liens deviennent encore plus forts. Un sourire, une attention, une présence, ça prend énormément de place et ça aide vraiment à tenir. Ma famille venait me voir très régulièrement et ma maman surtout a été présente tous les jours. Je me suis beaucoup raccrochée à elle pendant cette période. Mais malgré ça, l'isolement restait très lourd. Je passais parfois plus d'une semaine dans cette chambre, sans vraiment sortir, à tourner en rond, à regarder par la fenêtre, regarder ma télé, mon portable. Je ne pouvais pas trop faire grand-chose. Le dernier jour, mes proches sont venus me voir entièrement équipée avec masque, blouse, lunettes, bonnet. C'était à la fois très encadré et presque irréel de les voir comme ça. C'était marrant sur le moment. Et il y avait aussi tout le côté très concret de l'hôpital, le bruit permanent, la perfusion branchée en continu sur ma chambre implantable, les nuits difficiles, et même les odeurs qui pouvaient marquer. Les nuits, venait beaucoup le personnel soignant pour faire le check-up de mon état de santé. Donc j'étais réveillée très très souvent, le matin également. Donc c'était pas facile le contexte et surtout de dormir ailleurs que chez soi, dans son cocon. C'était un environnement dans lequel j'étais en permanence reliée à une potence, sans véritable pause. Je pense que c'est là que je me suis sentie le plus seule. Pas forcément parce que j'étais abandonnée, mais parce que j'étais physiquement isolée du monde, dans un espace où tout rappelait la maladie. Pendant les traitements, les moments où je ne me reconnaissais plus, c'était assez fréquent. Il y avait des phases où j'étais très combative, très focalisée sur les soins, presque en mode survie. Comme je dis, cancer survivor. Et puis d'autres moments où j'étais complètement épuisée, au moment de me dire que je n'étais plus moi-même, que je n'avais plus la force de continuer comme je le faisais. Il y avait aussi beaucoup d'instabilité émotionnelle. Je pouvais passer par des phases de colère, parfois dirigées vers mes proches sans réelle raison, puis enchaîner avec des moments de tristesse ou de pleurs, de joie aussi, de petits moments tout simples, mais de pleurer de joie. Tout était très intense, très amplifié finalement. Avec le recul, je pense que c'était aussi lié au traitement et à tout ce que le corps et l'esprit traversent en même temps. Sur le moment, on ne se reconnaît pas toujours, mais il y a aussi une forme de survie qui prend le dessus. Donc ces moments-là, on n'est plus nous-mêmes, mais c'est juste une phase. On est perdu. La perte de mes cheveux, émotionnellement, ça a été quelque chose que j'avais anticipé comme étant très difficile pour moi. Je suis quelqu'un d'assez sensible à l'esthétique. J'aime le maquillage, la beauté et je fais aussi un peu de mannequinat à côté, donc je savais que cet aspect allait forcément me toucher. Et pourtant, paradoxalement, ça n'a pas été l'étape la plus difficile de mon parcours. Mes cheveux ont commencé à tomber environ 7 jours après ma première chimiothérapie. Comme l'avait annoncé l'oncologue, c'était assez impressionnant même. Voir les mèches tomber par poignées, de sentir les cheveux s'emmêler et former des masses comme des dreadlocks, j'appelais ça. À un moment donné, j'ai même commencé à les couper avec ma maman en attendant d'aller chez la coiffeuse pour tout raser. Parce qu'au-delà de l'image, c'était surtout devenu très inconfortable physiquement. Le cuir chevelu me grattait énormément, il y avait des sensations douloureuses, des brûlures, comme des picotements aussi, comme des aiguilles qui rentraient dans le crâne. Et les cheveux finissaient par trop tirer.
Le moment où j'ai rasé mes cheveux a été assez étrange, mais aussi très libérateur. Je me suis rendu compte que c'était nécessaire et presque un soulagement, parce que ça mettait fin à cette phase où la chute devenait incontrôlable. En regardant les cheveux, j'avais même observé leur base et on voyait clairement que tout était abîmé par le traitement de la chimiothérapie. C'était noir, c'était cramé. Et j'ai les cheveux de base assez clairs, châtain clair, et c'était cramé, il n'y avait plus de bulbe. Et c'était impressionnant en tout cas pour moi. C'est là que j'ai compris concrètement que l'effet de la chimiothérapie sur le corps était très invasif. Contrairement à ce que j'imaginais, ce n'est pas cette étape qui m'a donc le plus détruite psychologiquement. Au contraire, il a eu une forme de bascule. J'ai appris que perdre ses cheveux ne voulait pas dire être plus malade, mais être en train de se soigner. C'est une image très forte du traitement, je trouve, mais aussi quelque chose de paradoxalement positif. C'est vrai que souvent, les personnes qui nous voient dans la rue comme ça vont tous se dire « Ah, elle est malade !» Mais il faut s'y penser, elle se soigne. C'est pour ça qu'elle est comme ça. C'est pour ça que nous sommes comme ça. Bien sûr, il y a des moments difficiles, notamment avec la perte des cils et des sourcils. Il y a une redéfinition de mon rapport à mon image. Alors moi, j'ai pas tout perdu. C'était vraiment clairsemé au niveau des sourcils et des cils. Et il y a eu des instants où je me reconnaissais pas complètement, où mon regard sur moi-même changeait. Mais avec le temps, j'ai appris à apprivoiser ce nouveau visage. J'ai porté très peu ma perruque, parce que je la supportais pas, tout simplement, et j'ai fini par sortir avec mon crâne nu, assez naturellement. Je voulais m'assumer. Il y avait une forme aussi de fierté de sortir comme ça, celle de voir ce que j'étais en train de traverser. Finalement, cette étape a marqué un renouveau, comme si une nouvelle version de moi-même commençait déjà à émerger à ce moment-là. J'ai appris à me remaquiller, à me ressentir belle à ce moment-là, une autre moi. Pendant la maladie, le regard que je portais sur mon corps, c'était quelque chose de très changeant selon les moments. Il y a eu des phases où je ne me sentais plus vraiment femme, notamment au début, parce que mon corps changeait énormément et que mon image ne correspondait plus à celle que j'avais été. C'était assez déstabilisant. En même temps, j'ai eu la chance d'être très bien entourée, notamment par mon compagnon qui était dans le milieu médical et qui comprenait parfaitement ce que je traversais aussi. Il a été très présent, très rassurant. Il m'a toujours fait comprendre que je restais belle malgré tout. Ça m'a beaucoup aidée dans mon parcours et mon image. Avec le temps, j'ai aussi utilisé l'humour pour désamorcer les situations. Par exemple, je pouvais rire de mon crâne chauve, parfois pour éviter de ressentir le regard des autres ou une forme de pitié que je ne voulais absolument pas subir. C'était une manière de reprendre un peu de contrôle aussi. Mais derrière ça, il y avait aussi des moments plus difficiles où seule face à moi-même, ce n'était pas si simple. J'ai parfois eu l'impression de me cacher derrière un masque, même si extérieurement, je faisais comme si tout allait bien. Il y a eu aussi la question des cicatrices. Mon corps a été marqué par les traitements alors qu'avant, je n'avais donc ni tatouage, ni traces particulières, très neutre, un corps presque, je dirais, parfait au niveau de la peau également. J'ai dû apprendre à accepter ces marques-là, à comprendre qu'elles faisaient partie désormais de mon histoire. Et aujourd'hui, je les vois autrement. Ce sont plus seulement des traces médicales, mais aussi des marques de ce que j'ai traversé. Une forme de parcours inscrit sur mon corps dont je peux être fière aujourd'hui. Alors, le plus difficile mentalement dans cette période, c'était surtout la charge mentale constante et le fait de devoir encaisser énormément de choses en même temps, sans jamais vraiment avoir de pause pour digérer. Il y a aussi le moment du diagnostic qui est arrivé dans une période particulière, en fin d'année, pendant les fêtes, donc pendant de la joie. C'est un moment où normalement, voilà, on est en famille, on parle de projets, où tout bascule d'un coup. Forcément, ça rend l'annonce encore plus difficile à intégrer mentalement. Et puis, il y avait cette pression intérieure de devoir rester forte, de tenir pour les autres, pour les traitements, pour le quotidien.
Même quand à l'intérieur c'était très instable, très lourd et que tout demandait énormément d'énergie. Je pense que le plus difficile n'était pas un seul élément précis, mais plutôt cet ensemble, le choc, l'enchaînement, le fait de devoir avancer malgré tout sans avoir le temps de souffler, d'encaisser, de gérer notre force et tout ce qui était traitements médicaux. Les moments où je me suis sentie complètement seule, malgré les gens autour de moi, c'était finalement assez paradoxal. Il y avait bien sûr l'isolement à l'hôpital, notamment la chambre stérile pendant la période d'aplasie où j'étais physiquement coupée du monde, hein, mais au-delà de ça, il y avait aussi des moments où, même entourée, je pouvais me sentir seule, avec ce que je vivais intérieurement. Parce on est seul à ce moment-là, les gens qui n'ont pas vécu ça ne peuvent pas comprendre. Parfois, j'avais aussi besoin de cette solitude. J'étais tellement entourée, sollicitée et traversée par des émotions trop intenses que j'avais besoin de m'isoler volontairement. Être seule dans le silence, sans bruit, sans stimulation, me permettait de me recentrer et de souffler. Ce n'était pas une solitude subie à chaque fois, mais aussi une solitude que j'ai choisie, presque nécessaire pour diriger tout ce qui m'arrivait. Je pense qu'à certains moments, on a besoin de se retrouver face à soi-même pour tenir mentalement. Certaines phrases ou réactions de l'entourage n'ont pas forcément été malveillantes, mais plutôt maladroites et parfois blessantes malgré tout. Alors, il faut savoir que dans mon entourage très proche, j'ai surtout été entourée de bienveillance totale. Beaucoup de personnes n'osaient d'ailleurs pas trop parler, par peur de mal faire ou de dire quelque chose de déplacé. De mon côté, j'avais plutôt tendance à en parler assez librement, voire à en rire par moments avec d'autres, donc il n'y avait pas vraiment de tabou avec mes proches ou même en règle générale. En revanche, certaines remarques venaient de l'extérieur, qui ont été un peu plus difficiles à entendre. Par exemple, le fait d'entendre que ce n'est pas un cancer qui est grave, alors que pour moi, peu importe le type de cancer, le mot reste extrêmement lourd à porter. Toute maladie grave reste une épreuve importante, hein, même si le pronostic est favorable. Il y a aussi eu des remarques plus personnelles, comme le fait de me dire que je ressemblais à un garçon, à cause de la perte de mes cheveux, même si ce genre de phrase peut sembler anodin pour la personne qui l'a dit, sur le moment, quand on traverse une période aussi fragile, ça peut être difficile à entendre. Je sais que ce n'est pas forcément dit pour blesser, mais plutôt par maladresse ou manque de compréhension de ce que je vivais. Malgré tout, ce sont des phrases qui marquent quand on est déjà dans une période de vulnérabilité. Les gestes et les présences qui m'ont le plus aidé à tenir, c'était avant tout ma famille et mes proches. Ma maman, mon papa, mon frère, mon compagnon, ma belle famille, mes amis, mes copines, et de manière générale, tous ceux qui ont été là autour de moi. J'ai eu la chance d'être extrêmement entourée pendant cette période, et je pense sincèrement que sans eux, je ne sais pas comment j'aurais pu traverser tout ça. Ma maman a d'ailleurs dû se mettre en arrêt pour m'accompagner au quotidien, ce qui montre à quel point cette période a mobilisé tout le monde autour de moi. J'ai reçu énormément d'amour, de soutien et de présence. Je crois que je n'avais jamais ressenti autant d'attention et de solidarité en même temps dans ma vie. C'était très fort, presque impressionnant parfois de voir à quel point mes proches se sont mobilisés pour moi, chacun à leur manière. Et je leur en suis encore profondément reconnaissante aujourd'hui. Et évidemment, il y avait aussi les équipes soignantes qui ont eu une place importante, même si j'étais patiente et dans une position complètement différente de la leur. Je me suis sentie entourée humainement et j'avais un peu l'impression d'être aussi à leur place à des moments parce que c'était mon quotidien avant. Leur présence, leur attention, même parfois de petits gestes ou un simple regard qui comptaient énormément dans ces moments-là. Je n'ai pas forcément un geste précis en tête, mais plutôt une accumulation de soutien, et d'entraide et de présence constante. Et c'est probablement ça qui m'a permis de tenir, ne jamais être totalement seule face à la maladie. On la combat tous en même temps, même si c'est moi qui la vis. Je voulais juste rajouter, j'ai oublié de le dire du coup,
Je trouve que les proches font 80% du travail avec nous. S'ils n'étaient pas là, je sais pas. Si j'avais eu cette combativité, contrairement à quelqu'un qui pourrait être seul, et pour moi, les proches, ça fait vraiment 80% du travail avec nous. S'ils n'avaient pas été là, je sais pas comment j'aurais supporté tout ça. Ça aide énormément, je pense, beaucoup aux gens qui ne sont pas entourés. Et j'ai eu la chance de pouvoir être très bien entourée par tout ce beau monde qui compte encore aujourd'hui, hein. La famille, c'est tout pour moi. Le fait de venir du milieu médical dans ma manière de vivre les soins et les annonces, ça a changé certaines choses, surtout dans ma manière d'aborder les traitements. Déjà, j'avais une certaine confiance dans le système médical et dans les équipes soignantes. Il n'y avait pas de problème. Le fait de connaître cet environnement m'a évité, je pense, une partie de l'effet de surprise ou de l'impression d'être complètement perdue dans le parcours de soins. Je prenais aussi mieux les étapes, le fonctionnement des services, les traitements, ce qui se passait autour de moi, même si l'annonce a été choquante évidemment et que tout a été très vite, hein. Mais ça m'a permis d'être plus rassurée sur certains aspects, même si évidemment vivre la maladie de l'intérieur reste complètement différent de ce qu'on peut voir en tant que professionnel de santé. Et paradoxalement, même si je connaissais ce milieu, le vivre en tant que patiente m'a aussi donné un regard différent, plus humain, plus sensible sur ce que je traversais, sur ce que traversent les patients au quotidien. Et finalement, je n'étais pas loin de mon quotidien à moi dans le professionnel. Du coup, je viens du domaine, moi, de base de la radiologie. Donc, c'est là qu'on découvre les cancers des patients. Et donc, c'est vraiment ce domaine-là où je suis concernée dans mon milieu professionnel. Donc, je connais très bien les examens faits dans ce domaine-là. Et j'en fais encore aujourd'hui pour mon suivi cancer. Donc, on est vraiment en plein cœur de l'annonce des premiers examens pour savoir quand on a un cancer ou pas. Aujourd'hui, ce que cette maladie a changé dans ma manière de voir la vie, c'est surtout ma façon de me recentrer sur l'essentiel, de m'écouter, d'écouter mon corps. J'essaie davantage de profiter du moment présent, de moins me projeter dans des inquiétudes inutiles et de relativiser dans certaines situations, choses du quotidien. J'ai aussi appris à prendre plus de recul, notamment avec tout ce qui peut être superficiel ou trop présent, comme les réseaux sociaux ou la pression extérieure. Je fais plus attention à mes proches, à passer du temps avec eux, à profiter de leur présence tant qu'ils sont là. Et plus globalement, 1, 2, 3, pardon. Oh. Et plus globalement, j'essaye de vivre avec plus de légèreté, de suivre davantage mes envies, sans trop me laisser bloquer par la peur de faire les mauvais choix, de plus m'assumer, d'être moins timide, de profiter de la vie. Au final, ça m'a surtout appris à vivre un peu plus pour moi et à ne pas remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Partager mon parcours sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est avant tout une manière de sensibiliser. On voit aujourd'hui de plus en plus de cancers toucher des personnes jeunes, et notamment certains types de cancers qui concernent beaucoup les 20-30 ans, comme le mien, le lymphome de Hodgkin. C'est quelque chose dont on parle encore trop peu, ou parfois de façon très éloignée de la réalité. J'ai aussi eu envie de partager mon histoire pour répondre à des questions que beaucoup de personnes peuvent se poser quand elles sont confrontées à ça, de près ou de loin, et peut-être aussi pour enlever certains tabous ou certaines idées reçues. Et puis il y a aussi une part de dédramatisation, ne pas rester bloqué dans des questions comme pourquoi moi,
mais comprendre que parfois les choses arrivent sans qu'on puisse forcément leur donner une explication. Au final, c'est une manière pour moi de transformer quelque chose de très personnel en quelque chose qui peut aussi aider ou parler à d'autres, inspirer. Et on me dit souvent que j'ai une certaine résilience, c'est ce mot qui revient très souvent, je trouve aussi. Et je veux partager cette résilience pour aider ces personnes-là à avoir cette résilience. Ce que j'aimerais que les gens comprennent enfin sur le cancer chez les jeunes adultes, c'est déjà que le cancer peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Ce n'est pas une maladie réservée à une tranche d'âge plus avancée, ni forcément synonyme immédiat de fin de vie, même si évidemment ça reste une épreuve très sérieuse. Je pense qu'il est important de continuer à sensibiliser davantage, notamment sur le fait de ne pas banaliser certains symptômes ou de ne pas hésiter à consulter et à faire des examens quand on a un doute, quelque chose qui nous paraît anormal. On voit aussi que certains cancers sont en augmentation chez les jeunes aujourd'hui. Et même si on ne peut pas tout contrôler ni tout prévoir, on peut au moins mieux informer et mieux écouter les signaux du corps. Au final, pour moi, l'essentiel, c'est ça, mieux comprendre, mieux détecter et surtout ne pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. À la Camille du jour de l'annonce, ce que j'aimerais lui dire aujourd'hui, c'est que tu vas y arriver. Tu as les épaules pour traverser ce qui arrive. Ce que j'aimerais lui dire aujourd'hui, c'est que tu vas y arriver. Tu as les épaules pour traverser ce qui arrive. Lâche pas. Tu as les épaules pour traverser ce qui arrive, même si tu ne le sais pas encore. Tu es une belle personne et tu seras entouré de tes proches qui seront là pour te soutenir à chaque étape. Oui, ça sera difficile, mais tu vas te tenir et tu vas avancer. Je dirais aussi de se faire confiance, de s'écouter, de ne pas avoir peur de ce qui vient. Les gens seront là pour toi, tu ne seras pas seul. Et surtout, ta vie ne s'arrête pas là. Bien au contraire, une nouvelle étape commence, et même si elle est dure, elle peut aussi t'amener vers quelque chose de plus fort, de plus beau, une fois que tu les auras traversés. Le message que j'aimerais transmettre aux personnes qui traversent actuellement un cancer, c'est avant tout de ne pas perdre espoir. Je sais à quel point certains jours peuvent être difficiles, à quel point on peut avoir l'impression que cette période ne finira jamais. Mais aussi dur que cela puisse paraître sur le moment, il y a une vie après les traitements, des projets, des moments de bonheur et de nouvelles étapes qui attendent encore. J'aimerais aussi leur dire d'accepter leurs émotions. Il n'est pas nécessaire d'être forte tout le temps. C'est normal d'avoir peur, de pleurer, d'être en colère ou d'avoir des moments de découragement. Tout cela fait partie du parcours et cela ne remet pas en cause la force que l'on a en soi. Entourez-vous, surtout autant que possible, des personnes que vous aimez. L'amour, le soutien et la présence des proches comptent énormément dans cette traversée. Et surtout, faites-vous confiance. Vous êtes souvent bien plus forte que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, je peux vous dire que même dans les moments où je pensais ne plus y arriver, j'ai continué à avancer, un jour après l'autre. Alors accrochez-vous, ce chapitre de votre vie est difficile, mais il ne définit pas toute votre histoire. Aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai traversé, ce qui me donne encore envie d'avancer, c'est tout simplement la vie. Ça peut paraître simple à dire, hein, mais après avoir vécu une épreuve comme celle-là, on apprend à regarder les choses autrement. Ce sont les moments avec les personnes que j'aime, les projets, les souvenirs que j'ai encore envie de créer, les voyages, les fous rires, les petits moments de bonheur du quotidien que l'on oublie parfois de voir quand tout va bien. Ce qui me donne envie d'avancer, c'est aussi de profiter davantage, de faire les choses qui me rendent heureuse, d'écouter mes envies et de ne plus remettre certaines choses à plus tard. La maladie m'a appris que la vie est précieuse et qu'elle peut changer du jour au lendemain, très vite. Alors aujourd'hui, j'ai simplement envie de la vivre pleinement, avec mes proches, mes rêves, mes projets, et de profiter de chaque moment que la vie m'offre. Parce qu'au fond, malgré tout ce qui s'est passé, la vie, elle reste belle.